Les images ont fait le tour du monde. Quel avenir pour le mouvement de contestation en Iran, 3 mois et demi après la mort de la jeune Mahsa Amini aux mains de la police des mœurs? Et pourquoi l'Iran, ou plutôt le bras de fer entre l'Iran et les États-Unis, est-il devenu, si l'on peut dire, le pivot des relations internationales? On en parle ce soir avec l'un des plus fins connaisseurs de l'Iran, l'historien Yann Richard. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Votre livre, Le Grand Satan, le Shah et l'imam, est publié aux éditions du CNRS, les relations Iran-États-Unis jusqu'à la Révolution de 1979. Je précise d'ailleurs que votre livre est dédicacé à une femme dont on parle beaucoup dans nos journaux à TV5 Monde, en l'occurrence Fariba Adelkha, chercheuse aux séries, qui est détenue, dites-vous, arbitrairement à Téhéran depuis juin 2019. Avec nous également notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Yann Richard, on commence avec vous. Comment expliquez-vous d'abord, pour commencer, l'ampleur du mouvement de contestation pacifique que l'on observe en Iran depuis 3 mois et demi? Écoutez, c'est une marmite qui était sous pression et qui a explosé, notamment avec le cas de cette jeune femme kurde qui a été tuée pendant son arrestation. Je pense que les femmes iraniennes ont beaucoup bénéficié, je sais que je vais me faire étriper par beaucoup d'amies iraniennes pour dire ça, elles ont bénéficié de la République islamique qui a tout fait pour l'éducation, et notamment pour l'alphabétisation à tous les niveaux et pour l'éducation jusqu'au niveau universitaire. Donc les femmes qui ont des diplômes de médecins, d'ingénieurs et qui sont professeurs, qui sont techniciennes dans des administrations, ne supportent plus qu'on les contrôle à l'entrée de leur bureau ou dans la rue pour savoir s'il y a une mèche de cheveux qui dépasse, etc. Elles ont des diplômes, elles ont fait des études, elles sont au service d'un pays et elles sont humiliées, elles étaient humiliées en tout cas, elles ne supportent plus d'être humiliées. Mais comment expliquez-vous ce paradoxe alors entre un pouvoir qui, vous dites, les a portés à des métiers de haut rang et qui finalement les contrôle dans la voiture, dans la rue, comme cette regrettée Mahsa Amini, pour savoir s'il y a un cheveu dépasse? Le problème, c'est que le pouvoir dit être un pouvoir dirigé vers, pour bénéficier à tous les citoyens iraniens, hommes et femmes, quelle que soit leur religion ou leur langue, etc. En réalité, c'est un pouvoir très sectaire et très masculin également. Ils n'ont pas réussi à féminiser. Alors, il y a quelques femmes qui sont au Parlement, il y a eu des femmes ministres, il y a des femmes qui sont quelquefois à la tête d'administration, puisqu'elles ont des diplômes de toute façon et elles peuvent rendre service à leur pays. Mais globalement, les femmes ont un statut inférieur aux hommes, notamment devant la justice, et aussi, par exemple, pour le statut personnel. Quand il y a un héritage dans une famille, les femmes ne reçoivent pas la même part que les hommes. Yann Richard, les femmes ont entraîné rapidement avec elles des jeunes hommes, des étudiants, des lycéens, des minorités aussi, les Kurdes notamment, celle de Mahsa Amini, les Baloutches aussi. Pour autant, il n'y a pas de chef de file de ce mouvement. C'est à la fois d'ailleurs la force de cette contestation historique, mais aussi son point faible. À quoi ça peut déboucher? Et surtout, est-ce qu'il y a une alternative à ce régime? Au fond, est-ce qu'il y a une opposition qui pourrait prendre la relève? Personnellement, je cherche et je ne vois pas. C'est-à-dire que ceux qui pourraient éventuellement prendre la tête d'un mouvement, d'un parti, d'un syndicat, mener des manifestations, lancer des slogans, ils sont à la prison d'Evin. Et ils ont été durement réprimés et le régime a encore le moyen de réprimer beaucoup plus durement encore les manifestations. Donc c'est ça qui malheureusement manque en Iran. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Et l'ayatollah Khamenei, dont on voit la vidéo ici, cet ayatollah agit comme un tyran despotique et sans aucun... même la Constitution, finalement, ne peut pas le retenir. C'est lui qui décide de tout. Et je crois que cette situation est intenable dans un pays moderne et puissant comme l'Iran. Alors Slimane, rappelons que pour l'instant, les morts se comptent par centaines de la répression. Il y a 100 personnes qui risquent d'être exécutées. Il y a déjà eu d'ailleurs des jeunes exécutés dont on a parlé dans nos journaux. Slimane, on aimerait aussi savoir ce soir si les sanctions occidentales, qui durent depuis des années et des années, est-ce qu'elles fragilisent le régime iranien ou est-ce qu'au contraire, elles le pérennisent? En principe, par rapport aux ambitions de modernisation qu'il a affichées avec comme vient de le dire Yann Richard, c'est-à-dire une économie prospère
et la joie de tout le monde, eh bien, de ce côté-là, les sanctions contrecarrent la volonté développementiste du régime iranien, qui a un côté soviétique dans sa verticalité. Donc, sur ce plan-là, dans la réalisation de ces projets, c'est sûr qu'il est vraiment contrecarré. Néanmoins, sur le plan de la population, le but des sanctions, le calcul, l'équation, c'est que on fait des sanctions, on va peser sur la vie quotidienne du peuple, le peuple mécontent va se révolter et renverser le régime. Tout ça, sur le papier, ça paraît complètement logique. Malheureusement, dans la réalité, c'est le contraire, très souvent, trop souvent, qui se produit. Regardez Cuba, regardez la Birmanie, regardez l'Irak, la Biélorussie, la Russie. Seul le cas de l'Afrique du Sud a été concluant. C'est le seul cas historique. Ouais. Sinon, dans le cas de l'Iran aussi, j'ai remarqué que quand j'y étais, que sur la question du nucléaire, la population, même les opposants les plus virulents contre le régime sont très ambivalents. En ce sens qu'ils veulent que leur pays accède au nucléaire civil complètement. Un patriotisme, un nationalisme. Juste, Yann Richard, je posais la question à Slimane sur les sanctions. Le cœur de votre livre, ce sont donc les relations États-Unis-Iran. Ce qu'on a du mal à comprendre pour le commun des mortels, c'est pourquoi tout allait bien. Il y avait un accord historique sous la présidence de Barack Obama, accord sur le nucléaire iranien, et puis d'un coup, tout a flanché et on est revenu, 10, 15, 20 ans en arrière. Cher ami, vous êtes trop jeune pour comprendre, mais dans les années 1970, toute la région était protégée par le bouclier américain dont l'Iran était le point central. Et si les Américains avaient pu rester en Iran, peut-être auraient-ils pu éviter tous les conflits qui ont eu lieu ensuite, que ce soit entre l'Irak et l'Iran, bien sûr, mais que ce soit même au Caucase, au Yémen, l'invasion de l'Afghanistan par les soviétiques, etc. On a eu toute une série de conflits, c'est-à-dire que cette région, depuis quasiment 40 ans, 50 ans, depuis 40 ans, vit sous la pression des armes, dont profitent d'ailleurs ceux qui fabriquent les armes, et aussi ça fait monter le prix du pétrole, donc il y a des gens qui se frottent les mains quand le prix du pétrole dépasse les $100. Mais la menace brandie par les États-Unis et Israël constamment sur le danger que représente l'Iran à leurs yeux, selon vous, elle est valable ou elle est injustifiée ? Les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il y a une certaine... il y a un certain impérialisme régional de l'Iran qui peut faire peur à Israël, c'est vrai. D'un autre côté, les Israéliens ont instrumentalisé le danger iranien pour se faire livrer des armes par les Américains et pour se situer dans une posture obsidionale, comme s'ils se défendaient, c'était un danger vital qui les menaçait. C'est parfaitement illusoire. Je pense que, comme disait Chirac peu avant de quitter la présidence, il disait avant que la première bombe iranienne atteigne Tel Aviv ou Jérusalem, Téhéran serait entièrement détruite par l'aviation israélienne et il n'y avait aucune riposte possible du côté iranien. Justement, vous me tendez la perche pour la position de la France, puisque vous citez Jacques Chirac. Slimane, quelle est la voix de la France dans ce dossier du nucléaire iranien ? Sous la présidence Obama, la France s'opposait à décrocher un accord historique. Oui, notamment à l'époque de Laurent Fabius. La France avait les positions les plus fermes et même les plus implacables contre l'Iran, au point que Michel Rocard, dans une interview historique dans le magazine Notre Confrère, Le Point, avait dit que Laurent Fabius défendait beaucoup plus des positions des néoconservateurs américains et de la droite dure israélienne que la position française. Alors, l'histoire de la France avec l'Iran, je parle sous le contrôle de Yann Richard, c'est que le programme nucléaire iranien a été béni à l'origine par les Américains, mais la France a apporté une assistance technique nucléaire cruciale, oui. C'est-à-dire, si l'Iran est aujourd'hui à le niveau de compétence qu'elle a, elle le doit en partie à la France qui a formé des savants atomistes iraniens comme elle a formé des Israéliens aussi. Donc la position de la France par rapport aux Américains, c'est que la France aujourd'hui, avec l'Allemagne, se bat, surtout depuis sous la présidence d'Emmanuel Macron, pour sauver
cet accord. Car il n'y a pas, aussi imparfait et bancal soit-il, il n'y a pas d'alternative accessible, jouable. Yann Richard, sur cette politique française au Moyen-Orient et précisément en Iran, on a eu cette poignée de main, je crois que c'était en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, entre le président Emmanuel Macron et son homologue iranien Ebrahim Raïssi. Pour vous, il a raison Emmanuel Macron ou pas? Ça lui a été reproché dans le contexte que l'on connaît. Alors, je pense que c'était avant le début des contestations. Moi, je ne suis pas diplomate, mais soit on reconnaît le régime. Vous n'êtes pas iranien, diplomate, mais vous avez assisté à la chute du Shah d'Iran et à la prise d'otage des Américains en novembre 1979. Oui, mais dans mon livre, j'ai expliqué comment j'y assisté à cette prise d'otage et j'étais complètement aveugle à l'époque. C'est-à-dire que je ne voyais pas l'importance de cette prise d'otage. Je pense qu'il y a quelque chose de plus général, c'est la situation des Européens par rapport à l'Iran. Nous avons signé en 2015, le 14 juillet 2015, le JCPOA, c'est-à-dire un accord international pour que les Iraniens limitent leur enrichissement d'uranium et que nous cessions de leur imposer des sanctions. Les Américains, d'abord, n'ont jamais arrêté les sanctions, mais en plus, ils ont retiré leur signature de cet accord. Les Européens n'ont rien fait pour se manifester. Nous avons signé, nous aussi. Pourquoi est-ce que nous n'appliquons pas un accord qui a été signé? Merci. Et ça aurait été peut-être le départ d'une normalisation des Iraniens sur la scène internationale. Voilà. Et peut-être ça aurait apaisé les tensions qui sont non seulement en Iran, mais dans toute la région. Voilà, la France, donc, vous dites, et l'Europe qui n'a pas respecté son accord. D'ailleurs, Joe Biden a dit il y a quelques jours dans la presse israélienne que l'accord dont vous parlez était mort. Précisément, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Yann Richard. Le grand Satan, le chat et l'imam, c'est le titre de votre livre. Merci Slimane pour votre éclairage